ben, je vous avais dit, il y a 15 jours, atchoum, qu'il nous restait bien du travail sur le cochon, sur la cochonaille. Mais je ne croyais pas qu'il y en avait autant. Entre le confit, entre la graisse à mettre en pot, les saucisses à faire sécher, et il en reste encore à faire, puisque maintenant il va falloir suivre tout cela. Et puis demain, peut-être, ou aujourd'hui, en fin de journée, voir le saloir. Puis il faudra tout de même aller au jardin, puisqu'on n'a pas vocation de ne faire que de l'intérieur, même en plein hiver, d'autant que le travail presse. Mais, vous allez voir, que ce qu'il nous reste à faire, ça ne manque pas d'intérêt non plus, puisque ça conditionne notre approvisionnement pour 12-18 mois. Je voudrais tout de même vous présenter les confits, les meilleurs morceaux. Ceux-là ont été stérilisés. Ceux-ci, derrière, en bocaux, sont dans la graisse. Les pâtés. Allons-y pour les saucisses, à l'huile, et de la meilleure. Elles vont y demeurer le temps que les lentilles, les haricots viennent nous relayer les premiers petits pois de printemps, et c'est pour ça qu'on les y met dans l'huile. Et il y en a des maîtres. J'en étais, je vous affirme, tout surpris. Elles ont bien séché, perdu une partie de leur graisse. Quand on en aura besoin, il restera à les sortir, à les essuyer, à les éponger. Bon, un peu de poivre, un piment, ça fera pas de tort. Et maintenant, les boudins pyrénéens. On va tout de même s'en garder quelques-uns pour les amis. Et puis, comme je vous disais, maintenant, pour la conservation de la graisse. Et voilà, le tour est joué. Ça fait 15 jours que ces jambons sont au saloir, là, au sel sec, au poivre, du thym, du laurier. Je leur donne un petit goût, un petit parfum, et maintenant je vais les retourner. Du fait que la saumure, elle pénètre dans l'autre sens du jambon. C'est simple comme tout. On va enlever les morceaux, vous voyez, là. Là, la saumure déjà commence à pénétrer, elle est presque à la surface déjà. Oh, il se pose un peu là, le gars, hein. Voilà, alors je prends mon jambon et je le retourne dans l'autre sens. L'épaule également dans l'autre sens. Une fois mon épaule et mon jambon là-dedans, alors je bloque avec le morceau de poitrine, de lard. Je remets le linge surtout, du fait que l'air ne pénètre pas à l'intérieur. Voilà, et le couvercle par-dessus. Est-ce que vous voulez bien être studio aujourd'hui? Je vais jouer les professeurs. Je vais vous montrer comment faire une couche. Et puis ensuite, alors un travail très 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 fin, d'horloger presque, on repiquera des bégonias. Vous vous souvenez sûrement que tout l'hiver, on a ramassé de la feuille, on a préparé sous les bêtes du fumier, et tout ça c'est arrivé ici dans ce tas, car c'est ça qui va chauffer. Il faut beaucoup de matériaux fermentescibles, ce sont des matériaux naturels, ça ne va pas chauffer comme du charbon, c'est pas du tout la même chose.
Mais vous allez voir que ça va chauffer tout de même. Et alors, la largeur, là, eh bien, c'est celle d'un châssis. C'est-à-dire environ 1m30, 1m20. Puis si vous avez un châssis beaucoup plus petit, eh bien, vous ferez la couche simplement de la largeur de votre châssis, plus les 2 sentiers, qui permettent de passer autour. Voilà, alors la couche, de temps en temps, il faut bien entendu assurer les bords, parce que c'est là que ça risque de, pardonnez-moi du terme, foirer. Et puis le centre, eh bien on le tasse un tout petit peu moins, mais néanmoins. Mais c'est très bien programmé, le jardinage. Cette année, elle va chauffer, ma couche. L'année prochaine, c'était là qu'elle était l'année dernière. Eh bien, l'année prochaine, elle va faire du terreau. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau. Je suis en train de déblayer la couche de l'an dernier pour charger la couche de cette année. Et évidemment, j'avais mis les endives dedans. Alors on va les recacher et attendre une quinzaine, mais elles sont déjà bien parties. Alors le râteau, c'est un autre sport. C'est la main droite, quand on est droitier bien sûr, qui dirige, mais c'est la main gauche qui donne toute la précision. Si on veut s'enfoncer, la main gauche est lourde. Si on veut travailler finement, la main gauche retient très haut. Alors pensez bien à conserver la pente à la terre, car le châssis, c'est finalement le plus antique et le plus simple capteur solaire. Si on donne une pente, c'est parce qu'à cette époque de l'année, les rayons de soleil sont rasants, et c'est pour rattraper une partie de la verticale au soleil que l'on veut avoir une pente. Donc n'allez pas non plus la corriger, cette pente, en rendant votre terreau plat. Ça, vous foutriez tout par terre. Ensuite, on va poser notre châssis, le recouvrir de paillasson, pour vraiment que tout ça soit au chaud, et y demeure jusqu'au SMIC que nous allons opérer dans la prochaine émission. Ça va de soi. Alors ça, c'est toujours réservé au moment où madame fait ses courses, parce que si vous faites ça à la cuisine, certainement vous aurez des ennuis. Et c'est pour les bégonias. Alors ça, c'est une préparation tout à fait fine, parce que les bégonias, vous allez le voir, c'est pas gros. Et alors, vous vous souvenez que j'en ai semé. Alors je vais vous dire très franchement, ceux-là, c'est pas les nôtres, c'est pas ceux qu'on a semés. Ceux-là, c'est mes amis de la ville de Paris qui nous les ont semés spécialement pour nous. Et d'ailleurs, ils m'ont donné aussi le système que je vais vous montrer tout de suite pour les repiquer. Puis je vais vous montrer les bégots. Ben, je vous assure que c'est pas en gros ces bêtes-là. On va donner un petit coup de batte dessus. Avec une petite planchette. Autrement dit, on appuie un petit peu sur le terreau. Et puis alors, au lieu de tracer nos traits comme on le faisait et comme je vous l'ai déjà montré, dans les deux sens, alors, à la ville de Paris, mes petits camarades m'ont dit qu'eux, ils procédaient comme ça. Ils font une planche cloutée, comme les fakirs, et puis, comme elle est exactement à la grandeur de ma caissette, il n'y a plus qu'à l'appuyer. Le terreau étant relativement mouillé, pas trop, tous mes petits trous sont marqués. C'est tout de même beau. Et puis il n'y a plus, alors il n'y a plus qu'à. Alors il n'y a plus qu'à, avec ma petite fourchette, à tirer un à un ces toutes petites choses-là, et puis avec mon petit piquoir, de les piquer. Bon, en fait, on les appuie simplement. Alors je vous disais tout à l'heure que ça venait de la ville de Paris, mais connaissez-vous les serres d'Auteuil? Et vous qui n'êtes pas à Paris, êtes-vous allé voir les serres du grand jardin municipal de la préfecture? Je suis sûr que vous n'aviez pas pensé à ça. Eh bien, c'est dommage. Voilà. Alors, évidemment, faut pas avoir bu un coup avant et trembler, hein, pas question. Je
vais vous dire, s'il y en a parfois deux qui viennent au lieu d'un, quand on fera le deuxième repiquage, non mais visez-moi ça, quand on fera le deuxième repiquage, on pourra très bien les dissocier. Treize fois 13, 169 bégonias, et il nous en faudra bien d'autres. Il me reste simplement un petit coup de vaporisateur à donner, et puis ensuite à recouvrir d'une vitre pour conserver un maximum d'humidité. Et voilà, sur le radiateur ou dans la petite serre. Pamela Curie, la jardinière émérite à qui nous allons rendre maintenant visite dans le Cotentin, est une amie anglaise d'origine, d'autant plus chère que sa fille est allée à l'école avec la nôtre. Ce jardin n'est pas très vieux puisque il n'a que 5 ans. Et beaucoup de plantes étaient toutes petites lorsque nous les avons plantées. Et on choisit non seulement pour des jolies fleurs, mais aussi pour des formes et pour des couleurs des feuilles. Une sauge officinale, mais un feuillage argenté qui brille beaucoup, qui est plus jaune au printemps évidemment qu'en fin d'été, mais qui est toujours décoratif dans un massif à notes dominantes jaunes. Des plantes annuelles telles que l'Anthémis kelweyi, puis en dessous là, encore tout simplement des petits œillets d'âne, mais qui sont très lumineux. J'aime bien ces jaunes qui sont un peu clairs, un peu acides. Et on retrouve du jaune dans le genévrier doré. Et puis, toujours des sauges. Il y a beaucoup de sauges dans ce jardin. Et ici, un petit fusain avec des grandes macules très dorées dans le cœur. Un petit lavater, très décoratif. Et puis derrière, une plante chinoise. Pourtant, on appelle ça cloche d'Irlande, mais ce n'est pas du tout irlandais, mais chinois. C'est très drôle. Ça, ce sont les feuilles. Autour, c'est les sépales. Et à l'intérieur, on voit la fleur qui est blanche et qui est finalement sans un grand intérêt. Mais cueillie, c'est merveilleux. Alors on supprime les feuilles. Et c'est un très joli élément pour mettre dans les bouquets. Cloche d'Irlande, chinois. Nicolas, voici des boutures, parce que quand même, dans un jardin, et ça c'était pas vraiment une bouture, mais elle est tellement jolie, et tellement fine. Elle s'appelle Cécile Brunner, je l'aime beaucoup. Et pourtant c'est un très gros rosier. Et elle est toute petite. Elle est toute petite. C'est une perfection. Oui. Est-ce que toutes les boutures sont à faire à des époques particulières ou est-ce que l'on peut largement dépasser vers l'hiver,
Il y a un vieux jardinier à qui on a posé cette question une fois, à ma mère, qui était mon premier professeur de jardinage. Et il lui a dit, Madame, on fait les boutures quand on vous les offre. Ah, Et puis on voit. Alors Vous je savez- suis sûr d'y parvenir. Ben, je l'espère. Parce que, vous voyez, notre jardin est fait surtout de boutures. Il faut bien le dire. Et je sais que vous aimez bien ce qui sent bon. Alors j'ai trouvé des choses qui sentent bon et qui viennent un petit peu, finalement, du monde entier. Sentez. C'est dommage qu'on ne peut pas faire sentir ça à la télévision, ce serait merveilleux. Mais toutes les plantes, voilà une plante qui sent le curry, Ah oui, formidable. ça c'est toute l'Afrique, tout le Moyen-Orient. Alors, voici des sauges Oui. qui sont excellentes dans la cuisine, mais c'est une officinale, mais de couleur. C'est-à-dire, Bleu. les bleus, pourpres, enfin. Et là, vous voyez, les racines, elles y sont déjà, il n'y a pas de problème. Ça, si je ne réussis pas. Oh, bah, vous réussissez tout de toute manière, aussi bien la cuisine que les plantes. Bien. Et encore une autre, toujours officinale, mais cette fois-ci panachée de jaune. Oui. Et comme nous sommes près de la mer, elle est encore plus colorée ici qu'elle ne le sera chez vous. Mais de toute manière, elle est très rustique et la région parisienne lui convient parfaitement bien. Je pense qu'avec vos doigts verts, ils vous adoreront aussi. Merci Pamela, merci de tout cœur. Voilà de quoi faire un beau jardin. Comme le Ah. vôtre. Enfin non, pas si beau que le vôtre. Oh, il y aura peut-être moins de mauvaises herbes dans le vôtre que dans le mien, parce que malheureusement, là où poussent les bonnes, il pousse aussi les mauvaises. C'était tout juste pour m'occuper en vous attendant que je coupais un peu de bois. Parce que vous savez qu'il y a toujours à faire et qu'on va le faire. On va aller semer sur couche. On va planter un arbre. Je vous montrerai tous mes bestiaux, y compris Cul-Noir, le nouveau cochon. Et puis vous allez voir, la vie continue. On va même peut-être faire un petit peu de peinture sur les murs du jardin qui n'étaient pas très beaux l'année dernière. Alors on va les rechauler. Voilà. Eh ben, puis. Ben, je vais sûrement vous étonner en vous disant que Grognard est parti, Cul-Noir est arrivé. Et il faut bien que je vous la présente. Allez, viens donc, Cul-Noir, viens. Allez, allez, viens. Allez, viens. Allez. Oh, t'es paresseuse. Allez, voilà. Voilà Cul-Noir. Alors celle-ci, on va la garder plus longtemps que Grognarde. Parce que comme on est au mois de février-mars, il va falloir déjà 5 à 6 mois pour l'engraisser. Si on attendait décembre, on la nourrirait pour rien. Alors je me demande si on va pas tâcher de lui faire des petits à Cul-Noir. Bon, tout ça, on vous en reparlera parce qu'il y a le temps pour ça. Hein. Faut tout de même qu'elle prenne de l'embonpoint. Allez. Allez. Voilà. Allez. Quant à Jaunette, la poule, elle,
Oui, elle allait pondre chez le cochon. Et bien entendu, le cochon risquerait de manger ses œufs. On a des tas d'ennuis avec tous ces petits bestiaux-là. Ah, elle va faire son nid là, tout de même. C'est dans les quelques secondes qui suivent sa sortie que l'œuf prend sa solidité. Jusque-là, la poule a pu le façonner. C'est pour ça que c'est le petit bout qui sort en dernier. Et puis, je vais vous montrer mes canards. Ils ont déjà grossi, je vais aller les mettre avec la chèvre. Et puis, je vais faire un transfert. Je vais au contraire enlever à la chèvre les poulets. Le plus important pour le canard, c'est qu'il soit toujours au sec. Canard mouillé, canard raté. Quand ils sont petits, bien sûr, et quand ils n'ont pas de mère, car autrement, c'est la mère qui les lisse avec une huile spéciale qu'elle a au-dessus du croupion et qui les imperméabilise. C'est toute une affaire. Regarde, ma Fifi, qu'est-ce que c'est que ça? Des canards, tu te rends compte? Allez, 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 allez. Ah ben oui, allez, pousse, allez. Ah là, vous serez plus à l'aise. Ça marche bien, hein? Ouais. On va le remplir, c'est bien. Voilà, comment ça? C'est l'idée. Évidemment, ça s'est toujours fait l'hiver, le blanchiment des murs. Et je me demande si elle va être assez collante, notre chaux. Parce que tout de même, il fait humide. Enfin, ça va peut-être tenir. Maintenant, il y a des produits bien meilleurs que dans le temps, mais nous, on allait chez le boucher, puis on demandait du fiel de bœuf. Le boucher tuait, évidemment. Et on mettait le fiel, qui faisait du bleu, d'ailleurs. Ça faisait un ton un peu plus cassé. C'est un arbre qui n'est pas un arbre de plein vent. Ça n'est pas non plus un arbre le long d'un mur. Il va falloir le traiter. Il a toujours poussé un petit peu tout seul, vous le voyez bien. Il va falloir le traiter comme une haie fruitière. Je vais tout simplement, vous allez le voir, courber les branches et dire à la sève, apaise-toi, prends ton temps, attends, vois tous ces bourgeons qui sont là. Ils étaient à boire, il faut que tu en fasses du fruit. Alors, on courbe dans le sens contraire. N'est-ce pas? La sève monte là, on lui fait faire un arrêt. On la contraint, cette sève. Alors, on utilise pour ça du raffia, de la laine. On peut même, certaines fois, utiliser du fil électrique. Sachez bien reconnaître les bourgeons. L'œil à bois, aplati et pointu. L'intermédiaire, le dard, un peu plus gros, toujours pointu. Et puis, le plus gros d'entre eux, l'œil à fruit, qui est irréversible. Après la fleur de pommier, il y aura bien entendu une pomme. Eh bien, vous vous souvenez sans doute que l'on a fait nos couches, elles ont chauffé, et c'est le grand moment de semer. Alors, il y a deux châssis comme vous le voyez. Il y en a un qui va servir pour les semis et les repiquages, peut-être celui-ci. Et puis il y en a un qui va servir pour les cultures forcées, dites forcées. Ça va être essentiellement de la carotte d'ailleurs, ça va être celui-ci. Allez, aide-moi dépannoter, comme disent les jardiniers. Et alors, toujours bien mettre une main, bien sûr sur la poignée, ça s'impose, mais au bout, je vous l'ai déjà dit, la partie haute étant par ici, la couche chauffe, il faut bien entendu que la terre remonte. Nous voulons rattraper l'oblique du soleil. On va donner un petit coup de râteau, puis ensuite un petit coup de batte, et puis on va tracer nos rangs, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais semer ce matin, mais tout est à semer en ce moment. Du chou,
de la salade, de l'aubergine, j'aurais pu semer du piment, j'aurais pu semer du concombre, j'aurais pu semer du melon, n'est-ce pas? Et puis dans les fleurs, on va se limiter aux reines marguerites, aux pétunias, et puis à l'œillet d'Inde. Mais l'œillet d'Inde, c'est pour en avoir de bonheur, car vous le verrez par la suite, on en sèmera directement en pleine terre. Il peut y avoir, regardez bien vos sachets, lisez bien ce qu'il y a derrière, il peut y avoir des cultures différentes qui se succèdent dans l'année. Voilà, alors voilà de la laitue, évidemment c'est une laitue de printemps, et je vous répète qu'elle est semée là pour y demeurer très peu de temps. Dès qu'elle va être levée, je la repiquerai, nous la repiquerons ensemble, j'espère bien que vous serez là aussi. Je n'en mets pas énormément, mais néanmoins on peut en mettre puisqu'elle ne va pas rester là. Hein, on va la repiquer. Voilà. Alors pour pouvoir m'en souvenir, je vais mettre mon paquet au bout. Alors le semis étant achevé, je vais tout de même tasser un petit peu mes graines, mettre un tout petit peu de terreau avec le tamis, et puis ce sera terminé, il n'y aura plus qu'à recouvrir, Benny mènera à recouvrir, on remettra bien entendu le paillasson, après avoir mis tout de même les bégonias. Vous vous souvenez les bégonias qu'on avait repiqués? Ils ne sont pas beaucoup grossis, mais là maintenant ils vont venir sur la couche. Il va falloir maintenant, dans la continuité, semer la deuxième partie de la couche, c'est-à-dire les carottes que nous allons mettre ici, mais alors à 12-15 cette fois-ci, et non plus comme dans la pépinière à tout petit écartement, puisque là, les carottes vont venir lever et être récoltées à cet emplacement-là. Et puis, comme nous en avons l'habitude, eh bien nous allons aller rendre visite à un de mes amis, eh bien c'est lui qui a préparé les graines dont nous nous sommes servis. Vous allez voir qu'il y a là aussi beaucoup à apprendre. Savez-vous, mes amis, René Mollard, Marianne Mollard, qu'il est bon d'être amis pour se retrouver chez vous, ici, à Sceaux-les-Chartreux? Parmi les fleurs? Parmi les fleurs, bien sûr. Puis enfin, écoute, je ne vais pas te jeter de fleurs, mais vraiment... Alors, vous êtes là en étant pour tu la me dis où, production de Grandy ou pour l'ancien aviateur? L'ancien aviateur. L'ancien aviateur. Dis-moi, c'est Mermoz? C'est l'ancienne école, oui. Mermoz était un ami que j'aimais beaucoup. Oui, je l'ai connu beaucoup, bien sûr. Alors, dis-moi, à quelle époque? C'était en 1930. Qu'est-ce que tu as 30, fait? 31, 32 et après. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Parce que j'étais actuellement pilote militaire, et puis ensuite il était, lui, bien sûr, ce qu'il était, et j'ai fait de l'aviation civile beaucoup. Oui, alors je l'ai connu beaucoup, puisque c'était la même époque. Et les graines, c'est de quand? Et les graines, c'est d'après, oui. Car j'avais un mécanicien qui était dans une maison grainière, et c'est comme ça que j'ai pu rentrer dans ce métier. Après avoir volé haut, je vole maintenant beaucoup plus bas. Je produis des graines. Tu produis des graines? Je produis des graines, et ma spécialisation, c'est de faire des tout petits sachets qui sont distribués dans toute la France et ailleurs. Alors c'est toi qui les cultives, ces graines? Non, nous ne les cultivons pas. Nous avons des porte-graines, nous avons des pieds-mères, oui. Et les sujets qui sont les porte-graines sont distribués en culture, chez les cultivateurs, oui. Qui multiplient d'une façon importante le nombre d'hectares qu'il faut pour faire une variété, des besoins de la variété. Dis-moi une fleur que tu aimes et que tu commercialises en grande quantité. Oh, bien les pensées, par exemple. Ah, les pensées. Les pensées, ce n'est pas les plus grandes quantités. Les oui. plus grandes quantités, c'est par exemple les pois de senteur, les zinnias. Parce que c'est plus lourd, le pois de senteur. Alors là, il y a quelque chose pour les fleurs qui sont amusantes, c'est que les pois de senteur, c'est un petit pois. Mais il y a des graines tellement infinitésimales qui arrivent à des prix, je ne sais pas, ça peut t'intéresser, cela c'est quelque chose d'immense. Oui. Ah, les bégonias. Des bégonias, ou mieux, des pétunias. Les pétunias doubles maintenant, on les conserve, et c'est vrai, on les conserve dans un coffre-fort, parce qu'elles valent au moins plusieurs variétés, 10 millions de centimes le kilo. Dans un coffre-fort, écoute, tu n'exagères pas? Non, nous n'exagérons pas, je t'assure, parce que 500 grammes, ça fait 5 millions 2 centimes. 5 millions des graines Elles sont mises, inutile de te dire, elles sont mises à la graine dans des sachets, dans des doubles sachets, avec des inscriptions spéciales sur le sachet, parce que les clients
il y en a tellement peu, Oui. penseraient qu'ils n'ont que du papier à semer. As-tu, mon ami René, une autre fleur que tu aimes? Oui, j'ai une fleur tout particulièrement qui est de ma spécialité, c'est le dahlia. Tu fais de la graine? Bien sûr, je pars de la graine de dahlia Oui. pour faire une sélection de certaines variétés, pour faire un mélange, pour faire une hybridation par moi-même. C'est toujours pareil. On espère bien souvent et on croit bien souvent que c'est nous qui avons fait une variété. Il suffit que 3 secondes avant, il y ait une abeille qui soit passée sur la fleur Oui. et le pollen est amené, bien entendu, sur les étamines. Écoute, pardonne-moi, mais pollen, étamine, hybridation, tout ça, essayons d'y voir bien clair. Comme dans toute la nature, Oui. il y a des femelles et il y a des mâles. Il y a des mâles. Et tu les associes, tu les maries. On les marie entre elles suivant des types bien connus de nous dans les cultures que nous faisons. Oui. Et on prend, bien entendu, comme tu le dis, du pollen sur les fleurs mâles Oui. que nous apportons sur les étamines, sur le pistil. Oui. Avec sur un pinceau? On peut le faire avec un pinceau. Je le fais particulièrement avec une plume. Une plume. Une plume de pigeon. J'ai des pigeons dont j'ai de très bonnes plumes que je prends très souples. Et je ramasse sur une fleur mâle du pollen que j'amène sur le pistil femelle. Nous sommes un peu Madame Abeille. Oui. Donc il faut que ce soit fait avec tellement de soin. Il ne faut pas blesser, il ne faut pas perdre ce pollen, car le pollen, ce sont des milliers de molécules, tu comprends? C'est peut-être, si on en laisse tomber, c'est peut-être là qu'il y aurait, disons, le dahlia bleu. C'est toi, Marianne, qui fais ça? De temps en temps, je ramasse les graines. Mais autrement? Oui, C'est toi? c'est moi qui le fais, oui. C'est moi qui le fais parce que c'est passionnant. C'est passionnant, mais c'est un travail énorme pour peu de résultats. Ah, enfin, pour peu de résultats. Ben, pour peu de résultats, on arrive à des variétés, mais sur des quantités énormes. On fait 30 000 semis par an, Ah oui. n'est-ce pas? Pour lesquels on a bien souvent des années pas du tout une bonne fleur. Ah oui. Ou alors on en a 10, 15, quelquefois 80. Mais comment fais-tu pour pouvoir en faire des milliers? Les milliers, c'est avec le temps et la patience, parce que l'année d'après, Oui. au printemps, on les met dans une chaleur, dans une ambiance nécessaire, pour qu'elles puissent se faire des boutures Alors sur ça, le pied. Ça, c'est en serre que tu opères. En c'est en serre. Ouais. Ça peut se faire aussi en châssis, ça peut se faire de différentes façons. Bien. Nous le faisons pour des grosses quantités en serre. On fait donc ce fameux pied mère que je te dis d'une nouveauté. Il a un pied. Et dans l'année, il aura 10, 12, 15 boutures. Par bouture. Alors, par bouture. Pied. Par pied. Ces boutures on donne le soin qu'il faut puisqu'on les met en godet pour les faire raciner et on les met ensuite en pleine terre. Ouais. Et les 8 ou 10 ou 15 boutures que nous avons eues sur ce premier pied feront 8, 10 ou 15 pieds de la variété. Autrement dit, sur chacun des 8, 10, 20 obtenus, tu vas encore obtenir 8, 10, 20 boutures. Exactement, des boutures qui se multiplieront comme ça jusqu'au moment où il y en aura suffisamment pour les mettre en commercialisation après avoir encore sélectionné. Parce que la première fleur que l'on a, la première année que l'on a, la deuxième peut être catastrophique parce qu'il y a une déficience de la variété qui sera délicate et le travail est perdu, donc on repart sur une autre. Mais dis-moi, c'est un métier de joueur de poker? Non, non, pas de joueur de poker, c'est un métier de patience et c'est un métier qui rentre un petit peu dans l'art, c'est un bien grand mot pour les fleurs, mais c'est un métier excessivement intéressant. Tu te rends compte d'avoir une nouvelle fleur, de créer une nouvelle fleur, c'est une joie excellente qui vaut la peine d'avoir beaucoup de peine et d'avoir beaucoup de soin. C'est tellement joli, tellement agréable de faire une nouvelle fleur.
ben, je vous avais bien dit que je serais en retard, et c'est bien en train d'en prendre le chemin, étant donné que vous savez que fin février, il a tout de même pas fait très tiède, que les gelées ont duré beaucoup trop longtemps pour me permettre d'avancer les labours, et qu'il va falloir encore labourer. Mais aujourd'hui, on va essayer tout de même de planter des arbres fruitiers. J'ai encore des tas de plantations à faire, mais ça, ce sera des plantations d'ornement, et on les fera la prochaine fois. J'ai aussi à vous montrer qu'il faut repiquer beaucoup, repiquer tout autant sur les couches que dans la serre. Et puis alors, je voulais vous dire de ne pas oublier évidemment que c'est la grande époque, la grande époque de la taille des rosiers. Nous ici sur le terrain argileux et calcaire, il y en a relativement peu. Donc je ne vais pas vous les montrer, puis il faut bien en garder un petit peu pour la bonne bouche pour les prochaines fois. Mais la vigne, elle aussi, est à tailler. Alors, la vigne à vin, ça, elle n'est pas plantée, puisqu'on a encore le temps, et ça, je vous en reparlerai. Mais la vigne à raisin, la vigne de treille, comme celle-ci, alors ça, c'est extrêmement simple. Il faut avoir du bois neuf tous les ans. Et on revient, très court, sur le bois de l'année précédente. Ça, si, voyez-vous, voilà ça s'appelle un courson, ça. Moi, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Ça s'appelle un courson chez la vigne. Ici, un bourgeon, un autre bourgeon, et puis d'autres bourgeons. On va couper tout pour ne garder qu'un seul de ces bourgeons, le plus proche de la branche charpentière, le plus proche de la branche qui le porte, ce bourgeon, et puis ensuite on va tailler à 2, 3 ou 4 yeux. Eh bien, je vais vous dire, comme je ne suis pas moderne, j'avais jamais cultivé sous un tunnel comme celui-ci. Et quand j'ai reçu mon paquet, tout plat, tout petit, avec une belle notice dedans, je me suis demandé si j'allais être capable de le monter. Je dois vous rassurer tout de suite, j'y suis parvenu. Il faut un petit peu d'attention. Il y a d'abord un arceau, celui-ci, pour retenir le film. Et puis il y a un autre arceau, celui-là, pour le recevoir, le film. Et quand ils sont pincés, ça évite au plastique qui recouvre, eh bien, de s'en aller se promener dans le jardin. Pour assurer la tension dans la longueur, on fait un chignon du plastique au bout, on a une grosse épingle, on pique, et voilà le résultat. C'est pas mal, c'est bien propre, et j'ai bien l'impression qu'on va faire du bon travail là-dessous, à condition que j'apprenne avec vous à m'en servir. Car maintenant, je vais retrousser mon plastique, passer le coup de griffe et le coup de râteau, et puis on sèmera les carottes, les navets, les laitues, bien sûr tout ça accompagné de quelques graines de radis, le tout pour avoir des primeurs, car évidemment, tout ça, c'est pour la table. Eh bien, pour la première fois, étant donné que nous risquons de faire de plus en plus de fleurs et d'avoir de moins en moins de place sous les châssis, eh bien, la serre, la petite tablette de serre qui sert d'habitude à faire des cultures florales décoratives de serre, cette fois-ci va me servir à préparer mon plan. Alors, je vais mettre ici de l'impatience. Elle ne va pas demeurer longtemps, juste le temps de s'étoffer et puis de repartir ensuite sous châssis. Et quand le plan est à la bonne hauteur, on tasse, on dit qu'on borne le plan de façon à ce que le terreau, ici c'est du terreau de feuilles et de la tourbe, s'applique étroitement contre les racines. Et puis bien sûr, pour parachever,
ce sera l'arrosage. Dès que les plantes seront reprises, comme elles sont déjà assez fortes, pour éviter qu'elles filent, qu'elles montent en hauteur, eh bien, d'un coup d'ongle, on supprimera la tête de façon à contraindre les petits bourgeons qui se trouvent à la base, à l'aisselle des feuilles inférieures, à faire touffer la plante, alors qu'autrement, si on laissait la plante tout entière, eh bien, elle continuerait de grimper en hauteur, ce qui n'est pas du tout le but. Tout de suite, après l'émission, rendez-vous porte de Versailles. Au salon de l'aviculture Hall Renan, quand vous entendrez chanter les coqs, Nicolas ne sera pas loin. Eh bien, je vous l'avais bien dit, j'avais l'intention de replanter le pied du mur, je l'ai fait blanchir, ce mur. Et puis tout à coup, j'ai eu un haut-le-corps. Je me suis dit, mais nom d'une pipe, ce mur, mais c'est pas le mien, il apparaît bien être le nôtre, mais c'est pas à nous, ce mur-là. L'ancien mur, il était haut comme ça, il est par terre, d'ailleurs. On l'a retrouvé quand on a très profondément mouvé le sol pour pouvoir replanter. Le mur d'à côté, c'est le mur du voisin. Aussi, précautionneusement, je me suis dit qu'il fallait tout de même mieux appeler mon voisin. Monsieur Di Santo, bonjour. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Je vais, mais vous allez aller peut-être moins bien. Pour quelle raison? Votre mur. Oui. Ah, c'est pas que je vous en veux, bien au contraire, mais je voudrais m'appuyer dessus. Et c'est grave? Moi, je trouve pas que ce soit grave, mais c'est votre mur. Ce serait dommage de le laisser inutilisé. Aussi voudrais-je sceller des pattes, faire courir des fils de fer et planter des arbres au pied qui l'habilleront. Bien sûr, rien ne peut être fait sans votre accord, d'où ma démarche. Alors nous allons replanter ce mur, comme prévu. Et comme il y a toujours eu ici, quand j'étais tout petit, des amandiers, en voilà un. Je vais vous le montrer. Et puis comme il y a toujours eu ici, toujours quand j'étais tout petit, des pêchers, en voilà deux. L'amandier, je vais le mettre au milieu, et les pêchers de chaque côté. Je dois dire d'ailleurs que l'amandier est un arbre un peu particulier. J'en plante un, mais j'en planterai d'autres. Car l'amandier ne se pollinise pas lui-même. Il faut qu'il y en ait au moins deux sur le territoire, et que les abeilles fassent l'aller-retour entre les deux pour que le pollen devienne bon. Alors, pour planter, on rafraîchit les racines, c'est-à-dire qu'on coupe tout ce qui a été abîmé. Moi, comme je vais le mettre le long d'un mur, on va le couper à peu près ici, pour que tous ces yeux qui sont ici, sur toute la longueur de cette branchette, eh bien, repartent. Voilà le trou de plantation amorcé. Il n'y a plus qu'à présenter l'arbre, voir s'il va être assez haut, pas trop haut, etc. Voilà le niveau de la greffe. Elle doit être à peu près au niveau du sol. Et puis il ne reste plus qu'à remblayer. Alors, il ne reste plus qu'à donner un bon coup de tassement au pied, de façon à délimiter une cuvette, laquelle cuvette va me permettre d'arroser. Au goulot, bien entendu. Pourquoi arrose-t-on? Pour coller la terre autour des racines et qu'il se forme un tout entre les racines que je viens de confier à la terre et l'arbre. 10 litres, pas moins. Eh bien, si vous le voulez, avant de nous quitter, je vais vous emmener voir une dame en Dordogne qui aurait certainement pu me donner un meilleur fumier que celui-ci. Mais je vous en laisse la surprise.
Il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont de la campagne. C'est triste, mais c'est comme ça. Je crois que j'ai fait un pas en avant en y restant, moi, en me mettant artisan ici. C'est trop ingrat comme métier. Pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances. Quand j'étais jeune, les copains racontaient leurs vacances au bord de la mer ou ailleurs. On n'a pas tellement envie de continuer. Le père était un peu déçu que je ne prenne pas la suite de la propriété. Enfin, avec tous les problèmes que pose le mouton à l'heure actuelle, il bouffe lui aussi de la vache à ranger. Et finalement, il est bien content de voir que je m'en tire ailleurs. Allez, viens. Allez, viens ici, toi. Oh Camille, oh Albert. Ah, voilà. Bonjour, monsieur. Quand vous avez commencé, vous en aviez déjà autant? Ah non, pas du tout. On avait un petit troupeau au départ de... Oh, on avait combien? 17 brebis. Et maintenant, il y en a combien? Maintenant, il y a 330 mères. 330 mères. Oui. C'est l'exploitation qui nourrit tout ça? Oui, on produit l'herbe pour nourrir les bêtes. Et bon, on achète les vitamines, les minéraux, on achète... Et combien il y a de petits moutons en ce moment? Il y en a 330 exactement, 329 exactement. Hein. Autant que de mères? Et aujourd'hui, oui. J'arrive à faire 2 agneaux de moyenne par brebis, mais il faut compter avec les pertes, il faut compter aussi avec les bêtes qui ne retiennent pas, les accidents. Enfin. En moyenne, on arrive à faire un agneau 6, un agneau 7 par an. Par bête? Par bête, oui. Et elle porte combien? Ça porte 5 mois. 5 mois? Oui. Et chez nos parents, il y en avait combien? Oh, alors c'était traditionnel, il y avait un agneau par brebis par an, oui. Et celles qui sont les plus fécondes, combien elles font de petits? Oh, on a eu des mères qui ont fait jusqu'à 6 petits. Non. Oui, distraction du dimanche. À la campagne, on n'a pas de loisirs pour dire. Et monsieur Arnaud? Et monsieur Arnaud, lui, c'est la chasse. Ah, mais pas la jument? Non, la chasse. Et le fils, lui non plus? Le fils, c'est non. Et finalement, vous montez, vous attelez? Oui. Et puis, la bête fait des petits aussi? Oui, elle en a eu 3. Alors, il y en a 2 qui font les courses, mais qui sans trop de résultats, parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Parce que le naisseur a 10% sur les gains du poulet. Oui. Alors, comme je n'ai rien reçu, je suppose qu'elle n'a pas gagné. Et vous aimez courir? Moi, je ne fais pas les courses. Hein. Je fais pour m'amuser. J'ai fait un rallye dimanche dernier, oui. Et alors là, c'est intéressant aussi parce qu'on est plusieurs cavaliers. Oui. Alors moi, j'aime ça. Et alors, dites-moi, ça fait combien à l'heure un cheval? 9 km. 9 km? Oui. Pas beaucoup plus finalement qu'un homme alors? Et non, parce qu'il faut faire du galop, mais il faut faire au pas aussi, hein, parce qu'il ne faut pas crever la bête. Hein. Eh oui, eh oui. Et alors, dans sa journée, un cheval? Ou un cheval entraîné peut faire plus de 50 km. Allez, viens ma cocotte. Là? Oh. Ah, arrête, hein. Allez. Tu es propre, cochonne. Allez, dis donc. Oh. Oh. Allez. Doucement, hein. Fais doucement.